Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du vendredi 10 mai 2024. Dans les actualités de ce jour, parlant de la visite du président de la République de Madagascar à Abu Dhabi, une coopération justement sera établie entre Madagascar et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables ou IRENA. Le président Andry Rajoelina a rencontré hier à Abu Dhabi le directeur général de ce groupe international, Francesco Lacamera, dans le cadre de l'AIM 2024. L'un des sujets abordés a été l'accord avec l'IRENA et l'ADFD ou le Fonds de développement d'Abu Dhabi pour financer les énergies renouvelables pour Madagascar. Les détails avec Judical Engineering et Raslo Formana. Relever les défis de Madagascar dans le secteur énergétique, tel a été le but de la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, ou IRENA, à Abu Dhabi. L'objectif du président Andry Rajoelina est de fournir de l'électricité à 75% des foyers malgaches avant 2030. 600 MW d'électricité sont actuellement produits sur toute l'île et l'objectif est de doubler cette production. 13 investisseurs internationaux sont regroupés au sein de l'IRENA. Il est donc important de travailler ensemble pour pouvoir exploiter toutes les sources d'énergie renouvelable existantes à Madagascar qui peuvent produire jusqu'à 7800 MW. L'un des sujets abordés a également été le financement de l'IRENA et de l'ADFD ou Fonds de développement d'Abu Dhabi pour le développement de projets de construction de centrales solaires. D'autre part, le directeur général Francesco Lacamera a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. Il a déclaré que la vision de Madagascar présentée par le président Andry Rajoelina est conforme aux objectifs de l'IRENA qui soutient les pays dans la promotion des énergies renouvelables. Par conséquent, un plan et une feuille de route claire pour Madagascar seront établis, a déclaré Francesco Lacamera, qui a exprimé sa volonté de soutenir les efforts de Madagascar dans l'exploitation des sources d'énergie renouvelables. Et dans les informations de ce jour également, page religion, l'année 2025 est une année particulière pour l'Église catholique. Dans la lettre du pape François hier, 9 mai, journée dédiée à la commémoration de l'ascension du Christ au ciel, le Saint-Père a déclaré que le grand jubilé de l'Église catholique débutera le 24 décembre et se clôturera le 6 janvier 2026. Un jubilé qui met l'année 2025 comme une année sainte. Durant ce jubilé, plus de 32 millions de pèlerins seront attendus à Rome. Dans cette lettre, le pape François a lancé un appel aux grandes puissances mondiales pour la suppression des dettes des pays en développement. Tous les 25 ans est célébrée l'année de jubilé durant laquelle les chrétiens bénéficient de l'indulgence complète. Et puisqu'on est en plein période électorale actuellement, parlons justement de la préparation des législatives du 29 mai prochain. Tous les moyens nécessaires pour les élections législatives sont déjà prêts, que ce soit les moyens financiers, matériels ou les ressources humaines, selon le président de la CENI à Mourndave aujourd'hui, après sa visite au sein du gouvernorat de la région Ménabé. Il appelle tous les candidats et leurs partisans à respecter les valeurs malagasy durant la campagne. Le président de la CENI lance également un appel aux différents acteurs pour que ces derniers renforcent les sensibilisations auprès des électeurs pour voter le 29 mai prochain. C'est Ranirlint nous en dit plus. Les spécimens utilisés pour l'éducation des citoyens sur l'utilisation des bulletins uniques durant cette campagne sont déjà arrivés à Mourndave et seront distribués aux candidats et aux organisations des sociétés civiles. Le président de la CENI appelle les candidats et leurs partisans à respecter les valeurs malagasy durant leur campagne électorale. Par ailleurs, la formation des membres du SRMV et des formateurs des membres du bureau de vote à Mourndave se tient jusqu'à demain, dispensée par la CENI. Formation que le président de la CENI a ouvert officiellement. Il a notamment rappelé l'importance de cette formation des membres des bureaux de vote et des SRMV qui visent le bon fonctionnement du processus électoral durant la journée du 29 mai. Il est à noter aussi que les formateurs ont été formés à leur tour avant de former les membres de chaque bureau de vote répartis dans toute la grande île. Le président de la CENI a affirmé que tous les moyens sont déjà prêts et suffisants pour ces élections législatives. Le président de la CENI a aussi profité de l'occasion pour effectuer une visite auprès du gouvernorat de Ménabé. Une réunion avec l'OMC et la préfecture de la région a également été effectuée.
Passons à présent aux actualités économiques. La réforme du code minier et la mise en place du fonds souverain ont apporté de nombreux changements au niveau de la structure de l'OMNIS ou Office des mines nationales et des industries stratégiques. Aujourd'hui, l'OMNIS a tenu une assemblée générale du personnel au Minin Business Center IVAT. C'est aussi une occasion de présenter le plan stratégique version 2023-2027, un plan qui permet de chercher des investisseurs pour un profit win-win. Reportage de Mervulatsferen et Pras Denilson. Plusieurs questions ont été posées par le personnel de l'OMNIS ou Office des mines nationales et des industries stratégiques sur l'avenir de cette société d'État sous la houlette du ministre des Mines après la validation du code minier et le décret d'application du code minier, mais aussi la permutation des actions de l'État au sein du QMM vers le fonds souverain malagasy si cela était sous la gestion de l'OMNIS auparavant. Cette assemblée générale à IVAT a eu justement pour but de répondre à toutes les questions relatives à ce sujet, mais aussi de tracer le chemin que doit prendre l'entreprise. Alors l'OMNIS est à son meilleur actuellement. On vient d'entendre le discours du ministre des Mines qui nous donne beaucoup d'espoir avec ce code minier qui apporte un grand changement dans la mesure où l'OMNIS pourra désormais détenir des permis miniers et coexploiter ses ressources. Et également avec les dernières conférences qui ont été autorisées en Mozambique et maintenant à Londres, on sent que le gouvernement exprime sa volonté politique de permettre à l'OMNIS de promouvoir Madagascar au niveau des blocs pétroliers. Actuellement, bien que les bailleurs de fonds n'approuvent pas nécessairement de supporter les projets d'exploration pétrole amont, il y a quand même l'espoir de tout ce qui est gazier. Et à Madagascar, nous avons de très belles opportunités pour le LNG. Donc il me semble que c'est une opportunité que nous devons saisir immédiatement sans attendre. Alors je pense que l'OMNIS sera à la hauteur de ses responsabilités et pourra vraiment réaliser les ambitions de l'État pour rayonner internationalement sur le secteur extractif. Selon le code minier qui a été modifié, l'OMNIS se charge de l'exploitation et de la recherche des minerais. De ce fait, cette société d'État s'ouvrira à une coopération avec les différents investisseurs. Le ministre des Mines a alors partagé cette nouvelle stratégie de l'État qui est la politique win-win durant cette assemblée générale. Les nouvelles coopérations doivent apporter des intérêts pour la nation et les générations futures, notamment dans le domaine de l'exploitation minière dans le pays, et les négociations doivent apporter des bénéfices afin que l'État ne soit encore endetté par la suite, comme ce qui s'est passé au niveau de Madagascar Oil et QMM. Outre l'AG de l'OMNIS, la présentation du plan stratégique 2023-2027 a été effectuée aujourd'hui. Il est à rappeler que l'OMNIS est parmi les 20 sociétés d'État dans le recrutement d'un DG à leur tête afin de leur apporter de nouveaux souffles dans la gestion des affaires nationales est en cours. Toujours dans cette page économique, de nombreux projets seront mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec nos partenaires techniques et financiers. Le secteur privé bénéficiera également de ces projets, a déclaré aujourd'hui le ministre de tutelle. Fin de cette migrée, Yves Janel. Les partenaires techniques et financiers sont prêts à collaborer avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour mettre en œuvre de nombreux projets visant à promouvoir ces secteurs à Madagascar. Dans le domaine de l'artisanat, il y aura une collaboration avec les entreprises de zone franche pour pouvoir récupérer gratuitement les morceaux de tissu qu'ils n'utilisent plus afin que les artisans malgaches puissent les recycler en de nouveaux produits. Le recyclage des déchets en énergie sera également mis en œuvre. Il y aura la création d'une petite usine au niveau des municipalités qui ont accepté de réaliser ce projet. Les entreprises privées bénéficieront directement de ces projets annoncés aujourd'hui par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat aux partenaires. Passons à présent dans la page sociale, le Madagascar a reçu un don de 1662 tonnes de riz du gouvernement japonais. Ce don est dédié à la partie sud de l'île qui subit les impacts du changement climatique et des catastrophes naturelles. Les victimes du cyclone Gamane en bénéficieront également selon les explications. Plus de 153 000 personnes bénéficieront de ces dons qui seront remis aux bénéficiaires à travers le programme alimentaire mondial ou PAM. Reportage de Anyen Martina et Secha Anjenap.
La région Anjouy, la région Atimotsnanan et la région Anos, ce sont les 3 régions qui sont classées les plus impactées par les conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles à Madagascar. Elles bénéficieront des appuis alimentaires venant du gouvernement japonais. La région Diana, qui a aussi subi de graves dégâts à cause du passage du cyclone Gamane, compte également parmi les bénéficiaires. En général, plus de 153 000 personnes bénéficieront de ces appuis alimentaires, soit 1662 tonnes de riz. Le gouvernement japonais a remis ses dons aux populations concernées à travers le PAM, au Programme alimentaire mondial, à Tolagnar, en début de semaine. Le Japon travaille et accompagne depuis plus de 60 ans au développement de Madagascar. Donc on est très ravis qu'on puisse encore une fois contribuer à l'amélioration de la situation alimentaire et sanitaire dans plusieurs régions. Le gouvernement japonais a également réitéré son soutien à Madagascar dans la lutte contre la malnutrition, selon les explications. Ces riz apporteront des améliorations dans le redressement du domaine social, surtout pour la population dans la partie sud de l'île, affirme de son côté le gouverneur de la région Anos. Le coût de ces dons de riz atteint les 1,4 million de dollars et le PAM se chargera alors de sa distribution dans les régions concernées. Actuellement, le secteur de la santé lutte contre les charlatans et contre la vente de médicaments au noir ou sur les réseaux sociaux. Le but étant la protection de la santé publique. Une journée de promotion de l'ordre de santé se tiendra donc la semaine prochaine pour regrouper tous les acteurs et les sensibiliser dans leur métier. Reportage signé Rosritel Rakout-Malal et Yves Jalel. Les adeptes de l'automédication fleurissent aujourd'hui, de même que les charlatans, a déclaré l'ordre de santé. Il existe pourtant l'ordre de santé, regroupant l'ordre national des médecins, l'ordre national des pharmaciens, l'ordre national des odontaux, stomatologistes, l'ordre national des sages-femmes, l'ordre national des docteurs vétérinaires et l'ordre national des psychologues, qui semblent être méconnus du grand public. Ces ordres protègent également chacun leur corps de métier. Pour vulgariser le métier de santé, la journée des ordres de santé se tiendra du 14 au 16 mai à Mahajang. Lors des 2 premiers jours, des partages d'expériences et des réflexions sur les fondamentaux auront lieu et lors de la 3e journée, étudiants des divers secteurs de la santé auront une occasion d'échanger avec leurs aînés, explique Eva Renivarland, présidente de l'ordre des odonto-stomatologistes. Après cette réunion, il y aura une résolution visant à mettre fin aux activités des charlatans et à des vendeurs de médicaments au noir. Nos actualités sportives de ce soir, notre ultime rencontre face à l'Afrique du Sud ce dimanche au stade Makindou Tapénaka dans le cadre de la Coupe d'Afrique sera décisive pour la qualification à la Coupe du Monde 2025 en Angleterre. Même si notre équipe se classe 2e, elle devra encore se mesurer à d'autres nations africaines dans des matchs de barrage. Et cependant, sa participation au championnat du monde est d'ores et déjà acquise dans le cadre de la nouvelle compétition annuelle organisée par All Rugby. Cette dernière se compose de 3 catégories distinctes et Madagascar devrait figurer justement dans la 2e ou la 3e. Reportage de Anza Razonarville, Oubrassa Manan et Felna Rakotorsul. Les 2 victoires des Ladies Maki lors de la Coupe d'Afrique en cours à Madagascar ont fait vibrer les amateurs de rugby. La question brûle toutes les lèvres des supporters. Les Maki se qualifieront-elles pour le championnat du monde? Le résultat du match de dimanche prochain contre l'Afrique du Sud sera déterminant pour connaître la place finale des Maki. Une victoire leur offrira de grandes chances d'accéder à la 2e catégorie, tandis qu'une défaite les relèguerait en 3e catégorie. Mais si nous gagnons contre l'Afrique du Sud, championne d'Afrique, nous nous qualifierons immédiatement pour le championnat du monde organisé tous les 4 ans, qui se tiendra en Angleterre en 2025. D'après Ansunyanju Anjianosu, le DTN, une nouvelle compétition a été créée et aura lieu chaque année. Elle a été divisée en 3 niveaux distincts. Le premier niveau constitué des 6 plus grandes équipes du monde comme la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le Pays de Galles, la France, l'Irlande, l'Australie. Le niveau 2 pour les premiers dans chaque continent, tandis que le niveau 3 est dédié aux vice-champions dans chaque continent.
Pour faire simple, c'est la Coupe du Monde, mais tous les niveaux sont différents. Cette compétition qui se tiendra ici à Madagascar enverra 2 équipes pour représenter l'Afrique dans les 2 compétitions, niveau 2 et niveau 3. Mais du fait de l'existence de la Coupe du Monde qui se tiendra en Angleterre en 2025, le champion de cette CAN sera qualifié pour la Coupe du Monde 2025 en Angleterre, a souligné le DTN. Le résultat de ce dimanche prochain déterminera donc l'avenir des Maki Ladies, si elles se qualifieront immédiatement pour la Coupe du Monde 2025 ou si elles joueront un match contre un autre pays du continent pour pouvoir se rendre en Angleterre. Et l'événement sportif Basket Tour 2024 organisé par la section Antananarive de basketball a été un succès. L'objectif a été de renforcer l'expertise et les compétences des basketteurs malgaches lors de cette compétition qui s'est tenue au stade couvert de Mamas. Le taux de participation a été également élevé selon les organisateurs. Reportage de Ferna Hakutwarsoul et Anda Radonarvelu. L'objectif a été atteint pour la section Antananarive de basketball, organisateur de l'événement Basket Tour 2024, qui a duré une semaine et s'est terminé hier au stade couvert Mamas. Un événement auquel ont participé 4 équipes, dont 3 clubs malgaches et 1 étranger, à savoir Spartan, MB2Wall, JNBC et Athlete in Action. Outre la participation des 3 clubs d'Antananarive et des Spartans, il y a eu aussi le partage d'expériences avec les jeunes basketteurs malgaches à travers le camp basketball. Ce camp basketball qui a été réalisé par la délégation du Canada pour encourager de nombreux jeunes et enfants à la pratique de cette discipline. La section d'Antananarive partagera avec les autres sections l'expérience et les compétences acquises au cours de cette tournée basket 2024 selon les informations. Dans les actualités internationales de ce soir, au Soudan, une série d'attaques menées par les forces paramilitaires soudanaises dans la région occidentale du Darfour soulève la possibilité d'un génocide commis contre des communautés ethniques non arabes, affirme l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié hier, France 24. Fashir, la dernière ville tenue par l'armée soudanaise dans la région du Darfour Nord, est menacée de massacres de civils. Alors que le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide se rapproche de plus en plus de la capitale régionale assiégée, les experts tirent la sonnette d'alarme. L'ONG Human Rights Watch a publié un rapport ce jeudi accusant le groupe et les milices alliées de nettoyage ethnique à El Geneina, dans l'ouest de la région. Les RSF auraient pris pour cible les Massalites et d'autres communautés non arabes entre avril et novembre dernier. Des centaines de survivants rapportent des violences telles que tortures, viols et massacres. Environ 8 miliciens importants des uniformes de la RSF sont apparus. Ils étaient accompagnés d'autres membres de ces milices arabes bien connues. Ils se disputaient avec les gens, ils ont arrêté les voitures, ils ont ouvert le feu sur nous. Ils ont tiré sur la poitrine d'enfants, de femmes, d'hommes de tout âge. Le premier groupe de miliciens nous a dit « Nous allons vous tuer avec des couteaux. Votre ville est sale et nous voulons la débarrasser de vous. » Il y avait des enfants parmi eux. Ils m'ont enlevé ma robe, l'a jetée par terre et m'a fouillée. Après avoir pris ce que j'avais, ils ont attrapé ma sœur Fatima, ils l'ont battue et battue. Depuis plus d'1 an, le Soudan est aux prises d'une violente lutte de pouvoir entre l'armée dirigée par le président Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo. Depuis lors, la guerre civile a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus d'1 demi-million de personnes, la plupart originaires du Darfour occidental. Et le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a remporté la présidentielle du 6 mai avec 61,03% des voix, a déclaré la commission électorale selon les résultats provisoires officiels devant le Premier ministre Success Masra avec 18,53% des voix. Ce dernier a revendiqué de son côté avoir remporté la victoire au premier tour. France 24. Les célébrations dans les rues de Djamena au Tchad. 3 ans après avoir pris la succession de son père officiellement tué au combat, Mahamat Idriss Déby, président de transition, annonce avoir remporté l'élection. Selon les résultats fournis par la commission électorale nommée par le pouvoir, il obtient 61% des voix avec une forte participation. Près de 3/4 des électeurs se sont déplacés.
Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Une élection dans une atmosphère tendue. Peu après l'annonce, des tirs retentissent dans le quartier où siège son opposant à la présidentielle, le Premier ministre Succès Masra, qui conteste le scrutin. Plus tôt dans la journée, avant même la proclamation des résultats, il revendiquait la victoire sur les réseaux sociaux. La victoire du peuple, elle est éclatante. Et c'est à vous la victoire. Selon la commission électorale, il n'a pourtant réuni que 18,5% des voix. Les résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, mais leur publication ce jeudi soir a surpris. Les autorités avaient encore 12 jours pour les annoncer. Et pour clôturer ce journal, toujours à l'international, après la France et la Serbie, le président chinois Xi Jinping a conclu hier sa tournée européenne en Hongrie. Il a tenu à rappeler le lien étroit entre Budapest et Pékin, leur partenariat stratégique qui permettra de promouvoir un développement nouveau des relations entre la Chine et l'Europe. France 24 toujours. La capitale hongroise, pavoisée aux couleurs de la Chine, accueille en grande pompe de Xi Jinping ce jeudi. Après la France et la Serbie, dernière étape de sa tournée européenne devant le Premier ministre Viktor Orban, tout sourire. Aujourd'hui, la Hongrie, voix dissidente en Europe sur la guerre en Ukraine car proche du Kremlin, voit cette venue comme un soutien. L'Europe est aujourd'hui du côté de la guerre, à la seule exception de la Hongrie qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations de paix et qui soutient tous les efforts internationaux. Elle montre la voie de la paix, y compris l'initiative de paix chinoise présentée par le président Xi Jinping. Deux dirigeants sur la même longueur d'onde. Le président chinois a tenu à rappeler ce lien étroit avec la Hongrie pour espérer peser sur les décisions européennes, alors que les différends commerciaux avec Bruxelles se sont accentués. La Chine aide la Hongrie à jouer un rôle plus important au sein de l'Union européenne, afin de promouvoir un développement nouveau des relations entre la Chine et l'Europe. Également au menu des discussions, les partenariats économiques entre les deux pays, avec la signature de 18 contrats sur les infrastructures, l'énergie ou l'automobile. L'an dernier, la Chine est devenue le premier investisseur en Hongrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Viva. Justement, après ce journal en version française, vous allez suivre l'émission Data avec notre journaliste Jean-Claude Ingemalal. Sur ce, très bonne continuation sur notre chaîne et très bonne soirée à tous. Au revoir.